Bonsoir à tous, jeudi 13 décembre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78, l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite les titres de cette édition. Depuis 2003, l'association œuvre sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Créactif fête ses 15 ans d'existence. La structure accompagne et fédère des femmes chefs d'entreprise ou porteuses de projets. L'objectif notamment, lever les freins à la création ou au développement d'une société. La robotique continue de se faire une place dans les programmes scolaires. Elle est utilisée pour apprendre à lire, compter ou encore coder. Pour initier les élèves, une matinée était organisée cette semaine aux archives départementales à Montigny-le-Bretonneux. Et puis elle était présentée ce mardi à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. La pièce Ces filles-là pose une réflexion sur le harcèlement. C'est un fait divers, le suicide d'une jeune Canadienne en 2012 qui a inspiré l'auteur. Sur scène des comédiennes professionnelles et amateurs. Et puis deux invités avec moi en plateau tout à l'heure, Émeric Vallespie, ancien suppléant de la députée de la 12e circonscription des Yvelines. Il a annoncé récemment son départ de La République En Marche. Et puis Nicolas Thomas, président des Chocs Zélancourt. Le club de roller hockey organise son traditionnel disco roller au profit de l'AFM Téléthon. C'est ce dimanche. Elle met à l'honneur l'entrepreneuriat féminin. L'association saint-quentinoise Créactive vient de souffler ses 15 bougies. Son objectif est toujours le même, utiliser le réseau des autres pour se faire connaître. Et l'accent est mis particulièrement sur la convivialité, les moments de partage. Regardez ce sujet d'Aurélie Ronze. Qu'elles soient porteuses de projets ou dirigeantes d'entreprises, depuis 2003, les femmes entrepreneurs de notre territoire sont accompagnées et soutenues par l'association Créactive. Aujourd'hui, 130 adhérentes se retrouvent plusieurs fois par semaine pour des ateliers ou bien des partages d'expériences. En 15 ans, l'ADN de l'association n'a pas changé et vise même à se développer. Paris-Saclay se développe, donc ce serait une bonne idée de nous faire connaître des femmes entrepreneurs du côté de Saclay, qui est à 20 minutes d'ici, et qui a une belle dynamique au niveau entrepreneurial. Céline est décoratrice et a lancé son activité de homestaging il y a 1 an. Elle aide les particuliers à vendre plus facilement leur appartement ou leur maison avec des astuces, rangements et décorations. Elle est adhérente à Créactive depuis 2015. On peut trouver des réponses à ces questions en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Si on a des difficultés à se motiver, dès qu'on a un petit rendez-vous Créactive, on sait que voilà, on va être reboosté et qu'on va retrouver l'énergie nécessaire pour repartir sur de bonnes bases pour sa journée. On aimerait beaucoup avoir des femmes entrepreneurs qui ont embauché des salariés, parce que c'est ça aussi la typologie des femmes entrepreneurs en France. Elles créent leur emploi, mais pas forcément des emplois. Et ce serait bien qu'au sein de l'association, on ait aussi des femmes qui ont développé leur entreprise. Toutes les activités sont représentées au sein de Créactive, qui est appelée à grandir au cours des prochaines années. Une page politique, il devient le secrétaire général du MoDem. Le député Jean-Noël Barrot a été nommé ce mercredi par le président du mouvement démocrate François Bayrou. Le parlementaire succède à Yann Verling. Depuis juin 2017, Jean-Noël Barrot est le député de la 2e circonscription des Yvelines. C'est un spécialiste des questions budgétaires. L'élu est vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Dans la 12e circonscription des Yvelines, qui regroupe notamment les villes de Poissy et de Plaisir, quelques tensions actuelles entre la députée de La République En Marche et ses 2 anciens collaborateurs. Bonsoir Émeric Vallespie. Bonsoir M. Canalet. Vous êtes un ancien suppléant de cette députée, Florence Grandjus. Alors vous avez tout récemment annoncé, c'était début décembre, votre départ de La République En Marche avec Nathalie Martin, qui est une ancienne assistante parlementaire. Pour quelles raisons avez-vous décidé de quitter La République En Marche ? Alors c'est indépendant de l'affaire que vous avez citée avec Mme Grandjus, c'est vraiment par rapport au mouvement de La République En Marche, au fait que moi mes valeurs n'ont pas changé, mon engagement non plus. Par contre, par rapport à ce qui avait été annoncé lors de la création de La République En Marche et quand je me suis engagé, et ce que j'ai pu constater au fil des mois, là il y a un changement. Moi, mon engagement, mes convictions par rapport aux thématiques environnementales, au lien social, à la démocratie exemplaire et plus participative, là voilà, je constate qu'il y a un vrai gap entre ce qui avait été prôné au tout départ et ce que j'ai pu voir faire. Vous étiez engagé dès le départ de La République En Marche Quasiment, en tout cas dès les campagnes présidentielles, puis ensuite sur les législatives. Donc effectivement, ce qu'on appelle un marcheur de la première heure, mais aujourd'hui c'est plus le cas parce que je me reconnais plus dans ce qui est fait, que ce soit d'une part au niveau national, je l'ai dit par exemple sur les thématiques environnementales, le fait que l'interdiction du glyphosate par exemple a été abandonnée, de même que la vidéosurveillance dans les abattoirs, tout ça c'était des promesses de campagne, le fait qu'on fasse une confrontation entre les exigences environnementales mais aussi économiques et sociales. Aujourd'hui c'est des choses qu'il faut pouvoir faire avancer en même temps et pas les confronter.
Et du coup, on se retrouve avec des citoyens qui sont, en tout cas pour les plus fragiles, qui se sentent méprisés par les acteurs au pouvoir. Vous disiez chez nos confrères du Parisien que La République En Marche était devenu un parti comme les autres. Oui, peut-être même pire en fait, mais je manque de recul parce que j'ai jamais été jusque-là dans d'autres partis, mais quand je vois faire les autres, ça me semble encore en fait plus ouvert que ce qui se pratique à La République En Marche. Parce qu'effectivement, l'un des problèmes que moi j'ai constaté et qui m'amène aussi à partir de La République En Marche, c'est cette organisation qui aujourd'hui est plus que centralisée, sur laquelle il n'y a pas de place pour les initiatives, encore moins pour la contradiction. Et aujourd'hui, à mon sens, les militants sont seulement des pions qui sont méprisés d'une part et qui ne servent qu'à une organisation qui est uniquement descendante. Alors vous évoquiez une affaire avec Florence Grandjus. Pour être le plus juste possible, nous avons contacté Florence Grandjus pour avoir sa version. Elle nous a transmis son droit de réponse envoyé à nos confrères du Parisien. Je la cite, Nathalie Martin et Aymeric Vallespie ont été licenciés pour faute le 22 juin dernier. Ils n'ont pas contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale et se sont bornés à chercher à négocier une transaction par l'intermédiaire de leur avocat. Elle dit également, elle poursuit en disant que pour ce qui est de votre départ de La République En Marche, de nombreux éléments avaient été remontés au mouvement et une procédure d'exclusion était en cours d'instruction. Il y avait visiblement des tensions entre Florence Grandjus et vous. Elle parle d'une faute qui l'a amené à vous licencier. De quoi parle-t-elle ? Quelle est cette faute ? Alors ça, c'est quelque chose que moi j'aborde jamais en fait dans mes communications, notamment eu égard à mon départ de La République En Marche. Donc c'est Madame Grandjus visiblement se complaît à étaler tout ça dans la presse, alors que je fais jamais mention de Madame Grandjus jusque-là. C'est quelque chose que je veux pas aborder parce qu'effectivement une procédure est en cours et dont je suis à l'initiative. Et contrairement à ce qu'elle a pu déclarer jusque-là, c'est à mon initiative que la procédure est en cours. Et sur la procédure d'exclusion de La République En Marche, est-ce qu'au moment où vous avez annoncé votre départ, vous étiez au courant de cette procédure ? Non, ça je pense également que c'est encore une nouvelle invention de Madame Grandjus. C'est pas la première et ce sera pas la dernière puisque chaque jour, dès que j'en réfute une nouvelle apparaît. Il n'y a jamais eu de procédure d'exclusion en cours. J'ai en tout cas moi eu aucune communication en ce sens et j'ai démissionné avant même que quoi que ce soit me soit annoncé par La République En Marche. Mais du coup, c'est bien que ce sujet arrive de l'hypothétique exclusion, si toutefois elle est vraie, parce qu'elle viendrait encore une fois prouver ce que je disais tout à l'heure. On est sur un mouvement qui accepte pas du tout les initiatives, encore moins la contradiction. Et éventuellement, une fois, ce qui a pu être reproché, c'est qu'on ait organisé un porte-à-porte et qu'on ait un collectif citoyen qui soit en dehors d'En Marche. Donc, on n'est même pas dans une association qui soit structurée, on est dans un collectif. Et ça veut dire quoi ? Qu'au sein de La République En Marche, il y a des règles qui sont en marge de la loi, c'est-à-dire que le droit d'association, également le droit de s'exprimer publiquement, parce que lorsqu'on a eu à faire des réponses, encore une fois, à Madame Grandjus, on a dû réfuter certaines allégations qu'elle a proférées, des calomnies, encore une fois, qu'elle colportait. Et à ce moment-là, ça nous a été reproché par le mouvement de La République En Marche. Alors, l'un des autres motifs de départ, je voulais aborder, parce que le temps passe, c'est un motif plus local. Vous affirmez que votre ancien parti, La République En Marche, a passé un accord avec Carl Olive, qui est maire Les Républicains de Poissy, pour les municipales de 2020, afin que La République En Marche n'aligne aucun candidat face à lui pour ces municipales. Florence Grandjus nous a affirmé par téléphone que aucune discussion, en tout cas à sa connaissance, n'avait eu lieu sur le sujet. Du coup, cette information, vous l'avez eu comment ? En tout cas, j'ignore les connaissances de Mme Grandjus sur le sujet, mais c'est quelque chose qui était largement discuté, qui était même entendu régulièrement. Après, est-ce que c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que les choses ont évolué ? Monsieur Olive a encore, il y a quelques jours, déclaré à nouveau son soutien et être soutenu par Pierre Bédier. Et donc moi, c'est ça la question en fait que je pose. C'est quand on parle... Pierre Bédier qui est le président du département des Yvelines. Effectivement. Et quand on parle de démocratie exemplaire, est-ce que soutenir et être soutenu par Pierre Bédier, c'est quelque chose qui vous rend Macron compatible ? Et au final, si c'est pas avoir l'étiquette En Marche et être investi par La République En Marche, en tout cas d'avoir personne ou personne de crédible en face, ce qui fait que ça assure l'élection. Il y a un intérêt dans tous les cas pour La République En Marche de gagner cette commune de Poissy qui est une grosse commune avec beaucoup d'habitants. L'idée c'est d'avoir un relais local ensuite au niveau d'une municipalité de cette envergure. Maintenant, est-ce que moi c'est quelque chose que je suis prêt à accepter du fait de cette politique-là, des déclarations qui sont faites et de ces soutiens-là qui sont annoncés? Pour moi la réponse est non. En 20 secondes, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Vous avez créé avec Nathalie Martin un groupe qui s'appelle Poissy Demain. Quels sont les objectifs ? Vous visez déjà les municipales ? Alors pour l'instant, il n'y a rien qui est visé. Ce qu'on fait, c'est que l'idée, c'est de réinstaurer en tout cas la confiance avec les citoyens, qu'on puisse avoir du dialogue, ce que font certains élus, mais pas partout. Et sur Poissy, on essaie vraiment d'aller à la rencontre des Pissaquais. On a fait plusieurs, bien sûr, des marchés. On va à la rencontre des personnes, du porte-à-porte. L'idée, c'est d'avoir un peu un diagnostic, de voir ce qui leur convient, mais également ce qui leur convient pas. Et à l'issue de ça, est-ce qu'on est capable, d'une part, de fédérer du monde sur ces valeurs-là, et aussi d'avoir des solutions, des alternatives à proposer. Et l'idée, c'est que l'acteur, en tout cas le héros de cette histoire, ce soit pas un élu. On a certains politiques qui aujourd'hui monopolisent la parole publique de par leur narcissisme. L'idée, c'est
plutôt que d'avoir un héros qui soit une personne politique, c'est d'abord les citoyens. On se rend compte qu'aujourd'hui, les héros, et on le voit aujourd'hui dans la rue, c'est les citoyens, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est ce que veut faire Poissy demain, c'est remettre le citoyen au centre des questionnements. Merci Aymeric Valespie d'avoir répondu à nos questions. Coder, compter, apprendre, la robotique se fait une place dans les programmes scolaires. Pour initier les élèves et les professeurs au matériel Canopé 78, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique de l'Éducation nationale organise des matinées autour de la robotique. L'une d'entre elles se tenait cette semaine aux archives départementales à Montigny-le-Bretonneux. Mélanie Poquet. Des traits de couleur tracés au marqueur, mais Charline, élève de 3e, ne dessine pas. J'ai fait un circuit pour un petit robot qui va suivre la ligne noire et avec des codes de couleurs ça représente un code. Par exemple, il y en a des turbos, il y en a pour aller moins vite, il y en a où ça gagne un point. Comme Charline, 13 élèves découvrent de nouveaux robots. Une matinée robotique proposée par Canopé 78 et la délégation académique au numérique éducatif. C'est avant tout un événement qui permet justement aux professeurs de tester ces robots pour plus tard travailler avec ces robots dans leur classe, travailler la programmation avec tout type de robots, puisque chaque robot a sa spécificité. Au collège Paul-Éluard de Guyancourt, des élèves travaillent depuis le mois de septembre avec une option informatique en robotique. L'idée étant d'arriver à les faire travailler différemment, dans un système où il n'y a pas de notes, pas d'évaluation, et vraiment leur apprendre à travailler ensemble et à essayer de trouver en quoi ils peuvent être complémentaires. Ce sont des élèves qui viennent de différents horizons avec des niveaux qui sont complètement disparates. Et on a même un élève qui vient de classe Ulysse, par exemple, et on obtient aujourd'hui des changements comportementaux qui sont extrêmement intéressants. On peut décider de ce qu'on veut faire, si on veut faire des choses, et en fait on est encadré, donc si on veut par exemple de l'aide, on peut, si on veut changer de projet on peut, et c'est vraiment bien. Ces matinées robotiques sont une nouveauté pour cette année scolaire. 5 autres seront proposées dans le courant 2019. La commune d'Elancourt s'est dotée d'un drone, une technologie pour permettre de détecter la détérioration des bâtiments publics, des photos et des vidéos traitées pour ensuite engager des réparations ou rénovations. Les détails de Nicolas Dandry. C'est le nouvel outil de la direction patrimoine de la ville d'Elancourt, un drone muni d'un appareil photo et d'une caméra. Après plusieurs formations et l'immatriculation du drone auprès de la direction générale de l'aviation civile, la commune peut l'utiliser pour inspecter ses bâtiments publics. D'ici, je vois qu'il me semble que des tuiles sont dégradées à l'angle de la toiture. Je vais pouvoir aller vérifier cela. Là, je vais pouvoir m'approcher à peu près jusqu'à 3 mètres. Et là, je vais pouvoir déclencher une prise de photo. Donc là, la photo a été prise. Et là, je constate en fait qu'il y a vraiment un souci sur l'angle de ce bâtiment. Sur cette église, par exemple, on va faire un état de vétusté de la toiture, un état de corrosion. Nous avons en haut du clocher différentes pièces métalliques qui sont à vérifier. Sur l'état de corrosion aussi des crochets d'ardoise. On arrive à diagnostiquer si la tuile, l'ardoise, est attaquée à un état de vétusté très avancé. On peut aussi lui mettre des caméras infrarouges qui va nous permettre aussi d'avoir des diagnostics thermiques de différents bâtiments. La commune a investi près de 2 000 € dans cette technologie, une économie d'environ 10 000 € et un gain de temps par rapport au montage d'un échafaudage. La réactivité aussi est importante, c'est-à-dire si on détecte une anomalie sur un bâtiment, on va tout de suite aller l'inspecter avec le drone. C'est réactif, c'est instantané. En plus de l'église Saint-Médard, les gymnases Pierre de Coubertin et Chastanier vont faire l'objet d'une prochaine étude. Il est le nouveau directeur général du château de Dampierre en Yvelines. Pascal Thévard a été nommé à la tête du site yvelinois, jusqu'alors directeur des bâtiments et jardins du château de Chambord. Il prendra ses fonctions au 1er janvier prochain. Pascal Thévard arrive pour développer un projet d'avenir pour le château qui date du XVIIe siècle. Fermé pendant plusieurs années, il avait été racheté en août par Francky Mullier, l'une des plus grandes fortunes de France.
C'est une histoire qui les a interpellés. En 2012, Amanda Todd se suicide. La jeune Canadienne de 15 ans avait publié une vidéo sur le harcèlement qu'elle subissait depuis 3 ans. Un fait divers qui a choqué et inspiré Evan Placé, dramaturge, auteur de ces filles-là. La compagnie Ariadne a choisi de les mettre en scène. La pièce était présentée à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt ce mardi. Mélanie Poquet y a assisté. Elles sont 20, des amies depuis l'âge de 5 ans, aujourd'hui au lycée, à l'école Sainte-Hélène. Différentes, ressemblantes, elles savent tout sur l'une et l'autre. Elles n'oublient jamais une amitié qui va se fragiliser. Une photo de Scarlett, toute nue. Voilà. Oh putain, quelle grosse pute, quelle grosse putain. Écrite par Evan Placé, un auteur canadien, Ces filles-là est inspirée de l'histoire d'Amanda Todd. La jeune Canadienne a posté une vidéo juste avant de se suicider en 2012. L'histoire de harcèlement, ça raconte surtout comment on arrive à l'intérieur d'un groupe à se faire exister ou non. Et quels sont les rapports que peuvent avoir les individus d'aujourd'hui avec les collectifs, avec les groupes. Et comment, de tout temps, c'est compliqué de tenir sa propre parole, d'être ce qu'on a envie d'être. Sur scène, 12 comédiennes professionnelles et 8 amateurs, lycéennes ou étudiantes. Issues de l'Astrabal Théâtre, elles ont travaillé leur rôle pendant 2 semaines avant de monter sur la scène de la ferme de Bel-et-Bas. Je suis peut-être trop sensible, mais des fois, quand il y a des scènes particulièrement émouvantes, j'étais au bord des larmes, je me sentais trop triste. Et donc du coup, voilà. Puis en plus, les comédiens professionnels, ils étaient très très gentils avec nous, ils étaient franchement adorables. Et donc, du coup, voilà, ça a contribué à rendre l'expérience inoubliable. Les comédiennes professionnelles avaient une précision et une intensité de jeu assez forte et du coup ça nous élevait un peu dans notre façon de jouer. Ces filles-là est une pièce portée sur la volonté de l'échange, une exploration de la jeunesse, de l'impact des mots, de l'identité. On se sent forcément concerné et vraiment je suis content d'avoir accompagné mon fils pour regarder la pièce, quoi. J'ai trouvé que c'était très fort d'un point de vue émotion, que c'était très contemporain parce que voilà, c'est une histoire vraie. C'est intéressant parce qu'on peut lire beaucoup d'articles ou voir des films en rapport avec ça et du coup, vu que ça a été mis au théâtre, ça apporte un autre point de vue. En tournée depuis 2017, la pièce ose les passages et les paroles crues. Elle décrit des situations difficiles pour mieux réfléchir et agir. Découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo, c'est possible avec l'exposition 50 ans de Pixel. Elle est visible jusqu'au 19 décembre à la maison de Coville, à Voisin le Bretonneux. On prend les manettes avec Manon Varaldo. Saturn, Nintendo, PlayStation ou encore Game Boy, des jeux vidéo qui nous accompagnent depuis les années 1970. L'exposition 50 ans de Pixel retrace les jeux d'hier à aujourd'hui, bornes d'arcade mais aussi première console avec les ordinateurs qui n'avaient pas de disque dur ni de carte graphique puisque tout était à l'intérieur du clavier. Les jeux vidéo ont bien évolué mais certains ne se passent pas du roi des troquets, le flipper. Avec mon fils, donc ça me rappelle, lui il est venu pour voir l'ensemble des jeux vidéo qui existent surtout actuellement, et d'ailleurs il a l'étage, on n'est pas au même endroit. Puis moi je retrouve ma jeunesse au travers du flipper par exemple, auquel je jouais quand j'étais jeune dans les cafés. Au fil du XXe siècle, on observe des changements renversants dans le profil des joueurs en France. La moyenne d'âge est passée de 21 ans en 2000 à 35 ans en 2015. C'était des jeux qu'on jouait à la maison. C'est un peu nostalgique et ça peut intéresser que des vieux comme nous, parce que les jeunes, ils vont directement à l'efficacité. Fin 2017, une console est venue complètement rompre les barrières, la Nintendo Switch, qui peut se jouer en version salon ou portable. On est passé d'une époque où le jeu vidéo était assez cloisonné entre les gens qui jouaient et les gens qui ne jouaient pas. Et la Wii a complètement ouvert le spectre de personnes qui jouent aux jeux vidéo. C'est-à-dire que les familles achetaient des jeux vidéo parce qu'elles voulaient faire des petites parties avec les enfants. On en a mis dans les maisons de retraite pour la rééducation, etc. Ça a vraiment complètement ouvert le public. Le jeu vidéo est en 2018 reconnu pour son apport à la culture. Il inspire toutes les industries et tous les arts. L'exposition 50 ans de Pixel se termine le 19 décembre à la maison de Coville de Voisin le Bretonneux.
Le Téléthon, c'était le week-end dernier, mais la mobilisation se poursuit ce dimanche. Les Chocs d'Élancourt organisent leur traditionnel disco roller au profit de l'association française contre les myopathies. C'est de 15h à 18h au gymnase Chastanier. Bonsoir Nicolas Thomas. Bonsoir. Vous êtes le président des Chocs Roller Hockey Club d'Élancourt. Alors, comme chaque année, il y a un défi marathon qui sera proposé pour ce disco roller. Pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser pour le Téléthon chaque année? Pour la cause du Téléthon, il suffit de voir un enfant sourire et puis tout le monde comprend pourquoi il faut se mobiliser. Après nous, on a un club qui a une politique très axée sur la jeunesse et donc très axée également sur l'émancipation via le sport. Et c'est vrai que du coup la cause du Téléthon, de la FM Téléthon, est assez évidente à nos yeux. L'objectif de l'événement, il y a forcément ce côté caritatif, il y a aussi le côté amusement, c'est de danser, rouler au son du disco. Oui, tout à fait, oui. Une disco roller, c'est la recette de départ, c'est une patinoire, enfin c'est le principe d'une patinoire où les gens viennent donc patiner en famille sur un fond musical, avec aussi bien des débutants que des grands confirmés. Donc ça fait un moment assez fun pour tout le monde, quoi. Le défi marathon pendant l'événement, expliquez-nous, c'est quoi le principe de ce défi marathon? Le défi marathon, le but c'est de faire un maximum de distance sur toute la durée de l'événement. Donc en relais où chaque patineur qui veut participer à ce défi donne 1 euro supplémentaire et donc peut faire un certain nombre de tours de terrain. Chaque tour étant mesuré, et donc après on cumule les tours et on arrive à une distance assez importante. L'année dernière, plus de 69 km. Alors, c'était 630 tours, justement, le record de l'année dernière. C'est possible de le battre cette année? Alors, cette année, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où l'année dernière, on avait un événement sur 4 heures, de 14h à 18h. Cette année, on a un événement de 15h à 18h pour des raisons d'organisation, parce qu'on a un certain nombre de matchs de compétition juste avant. Donc, vraiment, on a un timing très serré. Donc, on a un événement sur 3 heures. Ça va être compliqué d'arriver à battre, mais on espère au moins arriver à le toucher, quoi. Et de le faire juste après le week-end de Téléthon, c'est quoi? C'est de mobiliser encore plus sur un événement qui se déroulera pendant ce week-end? Alors c'est dû essentiellement à des problèmes d'organisation. Sur le week-end dernier, où il était assez compliqué pour diverses raisons pour nous d'arriver à l'organiser sur ce week-end. Donc on avait deux solutions, soit annuler, soit reporter. Il se trouve que c'est un événement qui remporte toujours énormément de succès. On a même un certain nombre de gens de l'extérieur qui nous appellent, qui prennent contact avec nous, notamment via Facebook, plusieurs semaines avant pour savoir si on maintient l'événement, si on fait l'événement à nouveau cette année. Donc on voulait vraiment pas l'annuler. C'était important pour vous de le maintenir. Donc on a reporté d'une semaine et aujourd'hui on a un certain nombre de retours qui font qu'on est confiant sur la fréquentation. Est-ce qu'il y a un dress code pour l'événement? Est-ce qu'il faut troquer son jean, son costume cravate avec peut-être un déguisement de John Travolta, je ne sais pas? Pour le Téléthon, il n'y a pas de dress code. On fait 2 disco rollers dans l'année. Une à l'occasion du Téléthon et une au mois de mars qui sera cette année encore sur le thème de la Saint-Patrick. Et donc là, le dress code, il sera forcément associé au thème. Sur le Téléthon, on préfère laisser libre. Maintenant, l'idée, c'est quand même que les gens viennent, si possible, déguisés. S'ils viennent pas déguisés, on les refusera pas pour autant. Mais et pour y participer, on fait comment? Pour y participer, on vient. Voilà, déjà. On vient au gymnase Chastanier à Élancourt, donc à côté de la commanderie. L'entrée est fixée à un minimum de 3 euros de dons au Téléthon et évidemment on peut donner plus, quoi. Et les bénéfices sont entièrement reversés à la FM. Et cette année on a une animation supplémentaire qui plaira notamment aux parents qui patinent pas, parce que c'est essentiellement des parents qui ne patinent pas, qui est une animation massage. Et donc on aura des personnes professionnelles dans le domaine qui seront là pour faire des massages assis, doux et gratuitement. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site des Chocs qui s'affiche. Ce disco roller, c'est ce dimanche de 15h à 18h au gymnase Chastanier à Élancourt. Merci Nicolas Thomas d'avoir été avec nous, président du club des Chocs d'Élancourt. Et puis pour refermer ce journal, on prend la direction de Morpa pour la 2e fois cette année. L'association Family Wanted, qui œuvre pour le sauvetage des chats, proposait un week-end d'adoption. Sur place, 22 petites boules de poils et aussi notre journaliste Mickaël Elmidoro.
Adopte un chat abandonné, c'était le message ce week-end dans cette animalerie de Maurepas. L'association Family Wanted, spécialiste dans le sauvetage des chats, a mis en place un stand avec 22 animaux, une opération qui a attiré de nombreux curieux. On n'a pas toujours la démarche d'aller en association pour adopter. D'avoir des chats à adopter, c'est mieux que d'en acheter de nouveaux. Donc c'est plus intéressant de réadopter des chats qui ont été abandonnés que... Comme ça, ils auront une seconde vie et c'est plus intéressant. Les visiteurs ont pu observer et caresser les petites boules de poils pendant ces 2 jours. Des fois, il y a des coups de cœur. Il y a des coups de cœur qu'on n'a pas sur papier ou sur un site et qu'on a quand on voit le chat, quand le chat plante ses yeux dans nos yeux et qu'il y a quelque chose d'inexpliqué qui se passe. Parmi les félins rencontrés, on retrouve Orphée, un chat aveugle abandonné de moins d'1 an. Donc, elle ne voit pas du tout des 2 yeux. Mais elle se repère dans l'espace comme si elle voyait. Elle est vraiment très agile, très habile. On souhaiterait pour elle une adoption en appartement. Il ne faudrait pas qu'elle sorte pour sa sécurité. De préférence dans un foyer calme et patient. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de cris, de bruit. Orphée n'a pas été abandonné ce week-end-là, mais a retrouvé une famille quelques jours plus tard. Au total, cette opération aura permis à 13 chats d'être placés dans un nouveau foyer. D'autres sont toujours en attente d'une nouvelle maison. Leurs fiches et leurs photos sont à retrouver sur le site internet de l'association. C'est la fin du 7-8 journal. Marilène Yapichino a retrouvé dans un instant pour son émission le 7-8 loisirs afin de connaître des idées de sortie à faire ce week-end. Belle soirée avec TV78.